Bonjour à tous, bienvenue dans ce second Tech Talk aujourd'hui sur le financement, en long, en large, en travers. L'objectif aujourd'hui avec nos deux accompagnatrices expertes, ça va être de déchiffrer un petit peu tout le paysage du financement de façon globale. Donc merci à tous d'être présents, merci aux filles d'être présents. Donc à ma gauche, je ne sais pas comment ça rendra sur la vidéo, on a Audrey Rose qui a une grosse expertise passée dans le financement européen et qui aujourd'hui dirige le cabinet Le Maire Leblanc sur la partie financement. Et Delphine Garcia, que beaucoup d'entreprises du territoire doivent connaître avec son long passé à la BPI et qui est désormais une associée chez Rise Partners. Donc, merci les filles, bienvenue. Et puis je vous propose de commencer. La première chose qui serait probablement importante pour aborder cette partie financement, c'est déjà de faire le distinguo entre tous les véhicules de financement qui existent. Souvent en start-up, on pense levée de fonds. On se dit c'est bien, c'est sexy de lever des fonds, même si, comme on le verra, il y a beaucoup de travers là-dedans. Est-ce qu'on pourrait d'abord aborder qu'est-ce que c'est lever des fonds de façon générale? Quels sont les véhicules qui existent, qu'ils soient privés, publics, la dette? Est-ce que vous pourriez aborder un petit peu ces thématiques? Oui, alors je vais commencer. Alors sur la partie financement, comme tu l'as dit, il existe effectivement un paysage relativement large avec à la fois des financements publics. On a parlé de la BPI en introduction. Dans ces financements publics, on va avoir ce que l'on appelle les aides directes, les aides indirectes. On en reparlera peut-être, mais sur la partie crédit d'impôt. Et on va avoir effectivement des financements européens. Et sur du financement privé, on va retrouver donc la levée de fonds. Je vais laisser la parole à Delphine sur cette partie. Et puis également les banques, dont on reparlera sans doute par la suite. Oui, alors ce qui est toujours compliqué pour un chef d'entreprise qui rentre dans ces démarches de levée de fonds, une fois qu'il a réussi à calibrer son besoin, ce qui est déjà pas toujours le cas, qualifier son besoin en termes de montant, mais aussi de qu'est-ce que j'ai besoin de financer. Parce que l'objet du financement va déterminer aussi les financeurs vers lesquels on va, c'est d'aller effectivement chercher des fonds. Chercher des fonds, ça veut dire du dilutif, du non dilutif, mais ça veut surtout dire que c'est une étape qui est quand même toujours un peu compliquée, qui est hyper exigeante, parce que ça veut dire qu'elle demande d'être très très carré dans sa démarche. Et à un moment donné, le dirigeant d'entreprise il a besoin de voir comment va se cadencer le financement un petit peu de son entreprise et comment il va faire jouer justement ces différents leviers. Alors parfois c'est du dilutif, parfois c'est du non dilutif, parfois c'est du privé, parfois c'est du public, mais il faut qu'il ait un peu une image en tout cas complète de ce qui existe et qu'il choisisse ce vers quoi il va. D'accord, c'est vrai que c'est finalement tout un paysage. Chaque véhicule qu'on pourra utiliser va finalement financer des choses qui peuvent parfois être différentes aussi. Quand tu parles du coup de dilutif, pour les gens qui ne sont pas forcément au courant du sujet ou en tout cas du mot, on parle plutôt de dilutif quand on parle d'une entrée au capital, alors que non dilutif, on va pouvoir faire appel à de la dette, on va pouvoir faire appel finalement à plein de choses. On parlait d'obligations convertibles tout à l'heure, qui sont un peu un entre-deux finalement. Pour reprendre un peu ces trois véhicules, la dette, le financement privé et le financement public, est-ce qu'on pourrait déjà repasser un petit peu sur les spécificités de chacun et ceux qui sont censés financer ? Alors si on prend par exemple les banques avec donc du financement par l'endettement, donc non dilutif, la banque, elle va être sensible prioritairement à la capacité de l'entreprise à rembourser. Donc, elle va bien regarder quand même son plan de financement à court terme. La banque, elle va être sensible à du financement sur des choses quand même qu'elle arrive à matérialiser. Donc on va être sur de l'infrastructure, on va être également, elle peut financer de la trésorerie bien évidemment, mais quand même des choses assez palpables pour elle. Si on part sur du financement public, le financement public aujourd'hui, il va vouloir financer quand même des projets qui contribuent à mettre en œuvre nos politiques publiques en France. Donc principalement aujourd'hui, il y a deux grands thèmes, c'est l'innovation et l'environnement, qui peuvent d'ailleurs se croiser aussi. Et le public va regarder la création d'emplois, la création de richesses, la structuration des filières sur le territoire, par exemple. D'accord. Après, sur la partie privée, la partie privée, elle peut prendre des formes diverses. Ça peut être aussi une partie dette. Ça dépend à quel moment de l'entreprise on est. Il y a toujours cette complexité d'à la fois améliorer ses fonds propres, c'est toujours le discours, et de générer les effets qui vont bien derrière. Il
il y a 2 grands principes. Chaque fois qu'on lève 1 euro en financement privé, on fait un effet de levier. Ça, c'est direct, c'est obligatoire. Si on ne fait pas ça aujourd'hui, c'est compliqué. Deuxième chose, on va chercher de l'argent quand on n'en a pas besoin, parce qu'il faut essayer d'être dans un rapport de force équilibré. Ça fait partie du jeu. Alors, quand j'ai dit ça, effectivement, on peut dire, mais ça, c'est facile à dire, Delphine. OK, mais ça signifie quoi ? Ça signifie qu'encore une fois, si j'ai bien réfléchi à comment je cadence mon financement, le financement de ma boîte et son développement, normalement, j'ai un coup d'avance. Clairement, finalement, c'est peut-être ce qu'on n'a pas forcément l'habitude de penser en tant que fondateur. Et moi-même, j'ai fait l'écueil, c'est de se dire que la levée de fonds, finalement, c'est oui, on a besoin d'argent pour faire telle chose, mais elle n'est peut-être pas bien ancrée et axée au sein d'un plan global stratégique de l'entreprise. Et une fois qu'on a réussi à dérouler finalement et à détricoter toute cette stratégie, de se dire, OK, on sait exactement où on veut aller, on sait qu'on va avoir une ligne directrice et on va probablement tourner un petit peu autour, mais on sait que le financement va venir à certains moments clés débloquer certaines choses qui vont elles-mêmes débloquer d'autres choses, plutôt que de se dire j'ai besoin d'argent parce qu'on arrive à court de cash, qui est finalement peut-être même la pire position pour aller voir un investisseur ou une banque finalement. Carrément, parce que alors pour le coup, faire l'erreur de financer un besoin plutôt que financer une ambition, ça c'est catastrophique, et surtout quand on va aller voir un investisseur, un business angel ou un fonds. Intéressant. La notion de besoin et d'ambition, elle est vraiment intéressante parce que c'est finalement même de plus en plus, on le voit, l'investisseur, la première chose qu'il demande, OK, mais c'est où est-ce que tu veux être ? C'est quoi ton ambition ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Et finalement, souvent, la stratégie des startups, quand elles ne sont pas habituées à cet exercice, c'est de se dire non, mais là, on va vouloir embaucher, mais on n'a plus trop de cash qui rentre, donc on ne sait pas trop comment est-ce qu'on va gérer la chose. Donc c'est vrai que faire le distinguo entre ces deux notions, elle est déjà super intéressante. Et puis pour aller peut-être un peu plus en détail sur le financement privé, notamment, il y a pas mal de choses qui sont différentes. On va parler par exemple d'investissement sous forme d'investisseurs classiques, des fonds ou des BA. Est-ce qu'on peut un petit peu faire le distinguo entre de l'amorçage, du seed, de la série A, de la série C, du growth ? Comment est-ce qu'on fait le distinguo entre toutes ces étapes et quelles portes sont plus adaptées à quelle étape ? Alors, si on parle de projet, si on parle d'un projet depuis sa naissance jusqu'à son développement, qui potentiellement peut être très large, effectivement, en France, on a la particularité d'avoir des financements, en tout cas en haut de bilan, qui sont très silotés. Ça veut dire qu'à chaque phase de ton développement va correspondre effectivement un financeur adapté. Mais quelle que soit la phase dans laquelle tu es, tu as plus ou moins de métriques, plus ou moins de données, tu es plus ou moins aguerri encore à cet exercice, mais l'exercice va être exactement le même. On se repositionne dans un process, surtout avec le capital risque, avec donc les levées de fonds, où en fait tu vas vendre des titres de ta société à une valeur donnée, et tu vas expliquer à quelqu'un en face de toi que ces titres, il les revendra dans 2 ans, 3 ans, oui, à une autre valeur en faisant son x6, son x7, son x8. C'est ça qu'il va falloir que tu lui vendes. Sauf que quand tu abordes les choses avec cet angle de vue, ça change la donne. Parce que là, tu es obligé d'expliquer quel est ton projet à l'instant donné, que tu sois en seed ou en série A, où tu veux aller pour être à la prochaine levée de fonds finalement, parce que déjà tu parles de sortie, d'entrée, et comment tu vas faire avec l'argent que tu cherches pour arriver de ce point A à ce point B. Et une fois que tu as vendu à ton investisseur qu'il va faire un x7, si c'est les métriques du secteur, si c'est cette valeur-là qui va l'intéresser, c'est ça qu'il va falloir après orchestrer et vendre. Comment tu arrives avec l'argent que tu lui demandes à ce point B qui fait son facteur x6, x7 et que tout le monde est content et que les intérêts sont alignés finalement. Bien sûr, donc vraiment montrer même à l'investisseur dès le début cette stratégie qui va permettre d'aller chercher une métrique, aller chercher un point d'inflexion qui va permettre soit d'avoir un exit, soit d'avoir une seconde levée qui va permettre d'aller chercher un autre objectif et peut-être un exit à la fin. Si on n'a pas compris que le métier de VC, c'est un métier de sortie, on aborde mal la levée. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose à se mettre en tête dès à présent. Et surtout, je pense que c'est encore plus vrai pour des boîtes très jeunes, où en fait, il y a déjà un business qui est là, il y a des produits, il y a quelques clients, mais on sait très bien que tout va changer. Tout va changer. Le produit va évoluer, la segmentation va changer, les perspectives de développement vont être différentes de celles qu'on avait imaginées. Donc, le BA, le VC, là, en phase en seed, c'est un peu compliqué. Par contre, la seule chose qu'il sait, c'est les métriques du secteur de la boîte. Il sait que sur ce secteur-là, en série A, on sort en moyenne sur tel valo. Donc, il va faire la démarche à l'envers.
comment ma boîte, en 2 ans, elle est capable d'être vendue à ce prix-là. D'accord. Voilà. Est-ce que ça, c'est un projet crédible? Et du coup, c'est important, je pense, que les dirigeants, les équipes dirigeantes prennent en compte ça. C'est vraiment un métier de sortie, VC, et fassent aussi le chemin inverse pour se mettre un peu dans la peau du VC qui va mettre des billes très tôt en prenant des risques importants. Est-ce que toi, Audrey, tu as déjà eu des exemples, tu as vu des cas de figure un peu vraiment de fondateurs qui abordaient cet exercice, sans citer personne bien sûr, mais un petit peu de la mauvaise façon, avec la mauvaise vision, et qui du coup ont un peu mené à des problématiques dans le déroulement de cette stratégie? En fait, oui, il y a plusieurs écueils. C'est-à-dire que, comme on le dit, et l'idée forte que l'on partage, effectivement, c'est qu'aller chercher du financement, et surtout du financement privé, c'est une vraie démarche projet en soi. Il y a le projet de l'entreprise et il y a ce projet, effectivement, de financement, de levée de fonds, privé, public, peu importe. Mais c'est un véritable projet en soi. Et on doit maîtriser, on va en reparler, mais un certain nombre de codes. Et c'est vrai que dans ces codes, on peut aller, on en parlait un petit peu avant en préparant, mais vraiment sur du code vestimentaire. Hein. Il faut pouvoir se mettre à la place de celui qui va vouloir nous prêter de l'argent, mais aussi en termes de stratégie de l'entreprise, sa trésorerie, son équipe. On peut avoir un très bon produit, différenciant, une très bonne équipe technique, mais si l'investisseur ne voit pas dans cette équipe technique un leader capable véritablement d'amener l'entreprise au résultat, à la profitabilité qu'il vise à 3, 5 ou 7 ans, il ne va pas se projeter, il ne va pas y aller. Donc il y a vraiment un ensemble de choses à maîtriser dans le discours, dans la présentation. Le principal écueil, moi, dans les levées de fonds privés, dans les accompagnements sur les levées de fonds privés, c'est l'absence véritablement de plan d'affaires. Enfin, je veux dire, c'est très rare qu'un chef d'entreprise, alors je parle vraiment de start-up, hein, je ne parle pas de niveau de maturité ultérieure, mais se présente avec un vrai plan d'affaires. Quand tu dis plan d'affaires, c'est vraiment se dérouler sur peut-être 5 ans, des étapes à accomplir, enfin des objectifs à accomplir. Qu'il est véritablement, généralement, dans l'esprit, c'est aligner des chiffres dans un tableau à 5 ans. Avec effectivement un chiffre d'affaires à 5 ans intéressant. Mais le plan d'affaires, c'est véritablement connaître son marché en France, à l'international, chiffrer ce marché, c'est connaître son produit, comment on peut le commercialiser, adosser des objectifs chiffrés, différents modes de commercialisation. Mais le plan d'affaires, c'est vraiment un document clé. C'est pas juste quelques chiffres, c'est pas un compte de résultats prévisionnels, en gros. Okay. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez. La première fois qu'on a commencé à parler avec des BA pour notre projet et des VC, le premier truc qu'on a eu, c'est on veut un business plan, mais même si on sait qu'aujourd'hui, ça ne veut rien dire parce que vous êtes en amorçage et on sait que les chiffres ne seront pas forcément réalistes. Mais par contre, ce qu'on veut voir, ce n'est pas forcément les chiffres. Et quand vous faites votre focus sur votre business plan, vous vous dites non, les gens ils veulent des chiffres, ils veulent des prévisionnels, alors que ce qui nous importe beaucoup plus, c'est quelles sont les étapes que vous allez prendre les unes après les autres, à quel point est-ce que vous connaissez votre marché, à quel point est-ce que vous connaissez les risques de votre marché, comment est-ce que vous pensez pouvoir mitiger ces risques. Et en fait, ça a complètement changé finalement la vision du plan d'affaires de « ok, on doit faire des prévisions sur des chiffres qu'on ne connaît pas trop parce qu'on sait que le business va évoluer, on sait on a fait des hypothèses qui probablement certaines sont fausses, d'autres, des opportunités vont surgir, on sait qu'il va y avoir peut-être des pivots, on sait que souvent la course d'une start-up, elle n'est pas toute droite et ce qu'on a voulu faire au tout début, ça va dévier. Et c'est bien d'en être conscient aussi parce que c'est pas une tare, c'est normal et c'est ce qui arrive à la plupart des projets, j'imagine. D'ailleurs, je serais bien curieux d'avoir ton retour sur ça, Delphine, mais finalement, ce plan d'affaires, il est beaucoup plus là pour créer un élément de réassurance sur « ok, ces personnes-là, en tant que tout, elles sont capables d'identifier leurs forces, leurs faiblesses, leur marché, et comment aller finalement dessus, et comment faire en sorte qu'il y ait une continuité sur les années à venir, finalement. » De toute façon, les exigences financières, elles ne peuvent pas être les mêmes à tous les moments de la vie. Donc, quand tu arrives sur des phases effectivement très amont, sur des phases d'amorçage, il faut arriver à délivrer une vision, c'est évident, parce que de toute façon, c'est une base de discussion. Il faut bien arriver avec des éléments chiffrés. Ce qui va être très important, c'est déjà d'essayer de mettre en avant toutes les datas que tu as testées depuis la création de ta société, toutes les datas que tu as concernant tes clients. Alors, tout dépend du mode dans lequel tu es, mais tout ce qui va concerner tes coûts d'acquisition client, tout ce qui va...
toutes les métriques que tu es capable de sortir, elles sont ce qu'elles sont. Elles sont faites sur un volume de données qui est ce qu'il est, mais il va falloir déjà que tu les mettes bien en avant et que tu les travailles à fond. Et on sous-estime toujours, souvent les dirigeants me disent « mais moi je fais du chiffre d'affaires, mais je ne fais pas beaucoup de chiffre d'affaires ». Non, ta capacité à faire du chiffre d'affaires elle est super intéressante et de là, on va essayer de dégager une tendance. Après, effectivement, tu vas nous expliquer que tu veux aller vers tel niveau de croissance en chiffre d'affaires avec telle typologie de clients, aller sur ceux qui marchent le mieux. Et donc, tu vas commencer à t'approprier un certain nombre de notions et de ratios financiers qui concernent ton business et ton secteur d'activité. Et le plan d'affaires, il va être là pour quoi faire ? Juste pour mettre en musique financièrement ce que tu souhaites, comment tu souhaites développer ta boîte, en fait, finalement. Donc, à un moment donné, en amorçage, ton plan d'affaires, il n'a pas à être super compliqué. Il a juste, effectivement, à rendre compte d'une vision à une durée donnée. On sait très bien que tout ça va être vu tout le temps. Et puis, j'ai envie de dire, si c'était pas comme ça, c'est que la vie serait linéaire et ce serait super inquiétant et puis on s'ennuierait beaucoup. Mais c'est pas grave. C'est une base de discussion. Mais ça remet peut-être même le point sur quelque chose qu'on se disait un petit peu plus tôt, c'est qu'il y a autant de pitch deck, d'exécutifs summary et de BP qu'il y a d'investisseurs. Et finalement, c'est peut-être la pire erreur, c'est de se dire « Ok, on a un document qui est figé, qu'on va envoyer », alors que finalement, il va évoluer au cours du temps, les chiffres vont évoluer, donc on a un peu cette trame, on a cette compréhension de notre business. Et après, les chiffres vont faire que évoluer. Et finalement, est-ce que ce business plan, ce n'est pas quelque chose qu'on doit mettre à jour tous les 6 mois dans une entreprise pour avoir un petit peu cette continuité et aussi reposer un petit peu sur le papier toutes les hypothèses qu'on a fait, les revoir et avoir cette direction? Alors là, du coup, on est peut-être allé un peu vite dans le process, mais moi, si je dois expliquer quelque chose, c'est qu'on a dit au départ, il faut avoir une bonne idée de ce qui existe en matière de financement, mais il faut aussi avoir une très bonne idée de son besoin. Oui, donc le premier BP qu'on va faire, on va le faire un peu pour soi, calibrer le besoin et ce qu'on doit financer. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir effectivement s'orienter vers éventuellement des VC. Mais il y a plein de business qui sont super intéressants, très rentables et qui ne sont pas VC compatibles. Parce que une fois que tu as qualifié ce besoin, c'est aussi, tu vas rajouter ta vision. Et normalement, tu as des variables dans ton BP qui vont te dire, mais qu'est-ce qui va se passer si j'accélère ? Et là, si tu dis accélérer, tu rentres dans le monde des VC. Si tu dis pas accélérer et que tu dis rentabilité, ce qui est très honorable aussi, mais c'est ta vision à toi, on va rester dans une vision d'autofinancement, de CAF, Audrey en parlait tout à l'heure, de prêt bancaire, et on a des courbes de développement qui sont complètement différentes. Dans les deux cas, tu as fait un exercice de financement. Dans les deux cas, tu pilotes une boîte. Mais dans un cas, tu donnes une vision, dans un cas, tu en donnes une autre. Et je rajouterais un petit point aussi qui est intéressant et qui reboucle avec ce qu'on disait au début, c'est que dans cette vision de l'entrepreneur ou de l'actionnariat fondateur, dans cette vision, il y a cette notion aussi de volonté dilutif ou non dilutif. Il y a des entrepreneurs qui comprennent bien qu'effectivement, ils ont identifié un besoin, ils doivent financer ce besoin, et donc ça implique que la banque ne va pas venir parce que pas de capacité nécessairement de remboursement, enfin en tout cas aucune visibilité dessus, et donc ils vont aller sur une levée de fonds privée. Et ils comprennent bien que s'ils ne réalisent pas cette levée de fonds, ça veut dire que leurs objectifs opérationnels, ils ne pourront pas les concrétiser. Maintenant, il y a aussi certains entrepreneurs qui sont totalement fermés au dilutif. C'est aussi une vision et qu'on doit aussi respecter. Et effectivement, dans ce cas-là, ça implique de se tourner vers d'autres types de financement et de structurer aussi la démarche pour réaliser ces autres financements. C'est vrai que cette notion d'autofinancement, de rentabilité VS, cette notion de scale, c'est peut-être quelque chose dont on n'entend pas assez parler malheureusement. Mais finalement, de se dire que peut-être qu'aller voir un investisseur et finalement, si je te comprends bien, lui dire « oui, dans 2 ans, on est rentable », c'est plutôt se tirer une balle dans le pied qu'un bon signe, alors que ça serait un très bon signe pour d'autres personnes. Tout à fait. Mais la difficulté, on n'invente rien, on est dans une société de la communication. Aujourd'hui, en l'absence de données tangibles sur les startups, qu'est-ce qu'on met en avant quand on lance des startups ? On met en avant le montant qu'elles lèvent et leur valorisation. Clairement. Donc, une fois qu'on a compris ça, on voit bien qu'on est quand même dans ce que je vais appeler un peu une course à l'échalote, quoi. C'est qui lève le plus aux meilleures valorisations données. Et du coup, mais ça, c'est super difficile parce que quand on est un dirigeant, un chef d'entreprise, un dirigeant de start-up dans son coin, on se dit
ça fait 10 portes qui se ferment, je ne dois pas être très bon parce que quand je vois tout ce qui se passe autour de moi, vraiment, c'est compliqué. Alors, non, on ne va pas parler des 20 portes qu'on s'est pris, on va parler juste des opérations qui fonctionnent. Donc, je pense qu'il faut déjà rassurer quand même les dirigeants parce que ça, c'est vraiment dur quand même. De prendre des noms, c'est hyper violent. Donc, il faut arriver à encaisser ça et à continuer. Donc, effectivement, on parle que des histoires qui fonctionnent, on parle moins de celles qui n'ont pas fonctionné. C'est normal, mais il faut l'intégrer. Donc, on prend des noms, c'est pas grave, on continue. Je crois que la capacité de résilience, elle fait partie. On l'a bien démontré cette année. En plus. C'est ça, elle fait partie quand même des qualités à avoir, et surtout quand on fait une levée de fonds, faut continuer. Moi, je conseille souvent quand même aux boîtes avec lesquelles je travaille de faire ça doucement, c'est-à-dire on envoie. D'abord, le métier est hyper codifié. On parlait tout à l'heure, il y a tellement de sujets. On parlait tout à l'heure des outils. Il faut se mettre droit dans ses bottes. Il faut avoir la panoplie qui va bien, le deck qui va bien, effectivement le BP qui va bien, savoir présenter en 3 minutes, en 8 minutes, en 15 minutes et avoir les backups quand on nous demande d'aller un peu plus loin dans les détails. Mais tout ça se construit. Mais en tout cas, il faut avoir les bons éléments, et quand on a décidé d'y aller, eh bien effectivement, il faut savoir que les 3 premiers vont dire non, on se rend compte qu'on a pêché sur certaines peut-être explications, on reprend les données, on retravaille tout ça et on refait une petite salve à 3 à 4 nouveaux VC. Ce process itératif, il est tellement important parce que j'ai fait l'erreur sur notre toute première levée. Et je connais tellement de startups qui ont fait l'erreur de se dire ok, on a un deck et puis on va l'envoyer un petit peu à toute la place, qui est finalement la pire erreur. Et là maintenant, on réamorce une levée d'ailleurs. Et la première chose que nos investisseurs historiques nous ont dit, c'est non, cette levée-là, je vous conseille même pas de faire un deck que vous allez envoyer. Soit vous envoyez un Google Slide où la personne elle y a un accès privilégié, soit vous envoyez un fichier qui est watermarké, mais parce qu'on sait très bien que le deck il va passer dans des mains d'un tel. Sauf que derrière, vous n'avez plus la main sur ce qui se passe et vous n'avez plus la possibilité de rectifier le tir. Peut-être que vous aurez mis quelque chose qui va plutôt vous desservir alors que c'était juste mal expliqué. Et une fois que c'est dehors, c'est dehors. Et la première impression qu'il y a, c'est celle qui compte le plus. Et tu le disais tout à l'heure, une fois qu'on a fait mauvaise impression, généralement, il n'y a pas de retour en arrière, quoi. Et c'est vrai que cet aspect-là, il n'est pas forcément assez mis en avant, de se dire, OK, on fait un petit test, on récupère des datas finalement, on ajuste le tir, et puis on lance un deuxième test. Et puis de plus en plus, ça va devenir de plus en plus clair, de plus en plus fluide. Et on arrive aussi à se créer peut-être une meilleure confiance en soi de l'exercice, parce que de plus en plus, on commence à avoir de moins en moins de noms, ou alors de noms parce que ce n'est pas forcément adapté à ma typologie. Et ça fait partie des grandes questions aussi, c'est savoir à qui est-ce qu'on s'adresse. Tout à l'heure, tu parlais un peu du processus. J'ai sorti un papier avec un stylo pour essayer d'établir ce processus, parce que finalement, ça peut être très codifié, ça peut être très clair dans les steps à faire, mais j'ai l'impression qu'il y a autant de stratégies aussi pour aborder sa levée de fonds qu'il y a d'entrepreneurs. Et on récupère un petit bout de stratégie d'un pote qui a levé, puis un petit bout de stratégie d'un autre, et au final, on se rend compte avec un tout qui n'est pas du tout cohérent, alors que la trame de base est relativement simple. Tout à l'heure, toutes les deux, vous parliez de OK, d'abord, qu'est-ce que c'est mon business, qu'est-ce que c'est mon équipe, qu'est-ce que c'est ma valorisation. Est-ce que ça vous dirait de faire un petit peu cet exercice, de dire OK, première chose quand je pense à ma levée, de façon dilutif, non dilutif, privé, qu'est-ce que je fais? Deuxième chose, qu'est-ce que je fais? Quelles seraient vos idées un petit peu sur établir ce process? Alors moi, forcément, j'aurais un petit tropisme public, mais déjà, je vais filer un exemple d'un client, d'un vrai client, donc sans le nommer, mais qui s'est présenté effectivement pour une levée de fonds privée. À l'analyse de son projet, de sa société, on s'est rendu compte que déjà, le premier point, c'est qu'il n'avait pas valorisé concrètement et correctement les apports en fait, qu'il avait fait à la création de l'entreprise. Pourquoi c'est important? Déjà, cette première question, est-ce que j'ai bien valorisé mon entreprise à sa création? C'est parce que la plupart des financeurs, notamment en public, ils vont prêter en fonction du haut de bilan. Et donc, dans le haut de bilan, on a le capital social que l'on a apporté à la société. Donc déjà, il y a cette première notion qui est importante. Ensuite, on a regardé effectivement s'il avait bien fait, entre guillemets, ses devoirs. Il avait un projet innovant avec de la R&D. Il n'est jamais allé chercher les crédits d'impôt qu'il fallait. Okay, gros warning, du coup, j'imagine, exactement. Pour un investisseur.
Gros warning pour un investisseur et gros problème pour sa trésorerie aussi. Donc du coup, comme avec les crédits d'impôt, on a cette faculté de pouvoir rétroagir 3 ans en arrière, ce qui est quand même pas mal. Enfin, les impôts le peuvent et nous aussi, donc c'est tant mieux. On a rétroagi sur les 3 années, ce qui a quand même lui a donné un apport en cash assez considérable. Et ensuite, avec déjà ces premiers pas de valorisation correcte de la société, donc on a pu aller voir la BPI France, de récupération de ces crédits d'impôt, ça a eu un effet levier. Il a pu embaucher les personnes qu'il fallait pour réaliser notamment certaines missions. Et en fait, aujourd'hui, on se pose même la question de savoir s'il a vraiment besoin d'une levée de fonds, parce que les contrats qu'il signe, la trésorerie qu'il génère avec ces contrats, son chiffre d'affaires, on se demande même au final si vraiment cette levée de fonds, elle fait encore sens. C'est dingue. Donc déjà, il y a ce premier travail. Et si véritablement la levée de fonds, elle est nécessaire, c'est ce qu'on se dit depuis le début, c'est pas quand on a besoin d'argent qu'on l'a fait, c'est pas quand on sait qu'on va plus en avoir, donc une trésor à 6 mois, 1 an, qu'on ne la fait pas. Il faut vraiment anticiper. Donc on est sur un processus assez long. On pourrait parler des durées un petit peu moyennes pour arriver à lever des fonds privés. Moi, ce que je constate, c'est que c'est quand même rarement en dessous de 9 mois. Donc, c'est quand même un processus assez long. Et donc là, effectivement, la démarche, il faut la structurer. Et là, il faut qu'on se pose toutes les bonnes questions. L'équipe, le projet, la vision. On en parlait parce que qui dit levée de fonds dit apport d'argent. Et donc, nécessairement, est-ce que les actionnaires, quand il y en a plusieurs, ils partagent toujours la même vision ? Bien sûr. Voilà, donc il y a un ensemble de choses. Et après, quand effectivement la levée de fonds, elle est indispensable, on structure sa démarche. Bien entendu, c'est nos métiers, mais c'est quand même un métier à part. C'est-à-dire que c'est difficile de le faire seul dans son coin. Surtout la première fois. Même, je pense même les étapes d'après, parce que quand on est dans les étapes d'après, c'est que l'on a réussi. Et donc, son temps, on doit le mettre au profit d'autre chose. Enfin, soit de générer du chiffre d'affaires, soit de driver des équipes. Mais globalement, voilà. Ce qui est même la règle de l'entrepreneuriat, c'est quoi ? Apprends à déléguer et mets ton temps là où il y a une réelle valeur ajoutée. Si c'est la levée de fonds, c'est la levée de fonds, mais peut-être que c'est le commercial, et auquel cas, on sait très bien qu'un fondateur, quand il se lance en process de levée de fonds, pendant quelques mois, il ne fait rien du tout. Exactement. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi ce qui pose problème, parfois, avec des VC qui disent moi, je veux continuer à avoir de l'attraction, je veux continuer à avoir de l'activité. Donc, il y a vraiment cette difficulté et ce besoin aussi, parfois, de se faire accompagner pour comprendre l'exercice, pour éviter de perdre trop de temps non plus. On en parlait tout à l'heure, par exemple, vous qui accompagnez beaucoup d'entreprises et qui connaissez, par exemple, bien le bassin régional, vous savez aussi quels sont les investisseurs les plus adaptés, les moins adaptés, quelle typologie de dossier, à quelle étape. Et c'est finalement des questions qui sont ultra importantes. Et pareil, on a fait les erreurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui je peux en parler, parce que la première chose qu'on a fait, c'est de se dire un investisseur, c'est un investisseur. Alors que celui-là, il investit que des gros tickets, celui-là que des petits, celui-là il fait de l'amorçage et pas lui il fait que du software et lui il fait que du hardware. Et finalement, il faut connaître les investisseurs, il faut aussi connaître leur sensibilité pour savoir comment préparer tous ces documents, parce qu'un pitch deck, au même titre que la tenue que tu portes, finalement, il est juste fait pour créer un background entre les gens et se dire ok, maintenant on arrive à se connecter, on arrive à parler avec finalement un petit peu le même langage. Donc chacun a sa sensibilité différente. Et j'imagine que quelqu'un qui a un passé d'entrepreneur, on lui parlera pas forcément de la même façon que quelqu'un qui a un passé de banquier, par exemple. Et sur ce process, la dernière fois, tu as abordé une notion que j'ai adorée, c'est que finalement, tu m'as dit aujourd'hui, il faudrait que les entrepreneurs comprennent que la levée, elle devrait être abordée presque comme un processus commercial. Et j'avais vraiment aimé parce que moi qui ai appris à faire ce processus commercial pour nos ventes, je me dis mais finalement, si j'avais pu réutiliser toutes ces méthodes de qualification, etc., ça nous aurait fait économiser beaucoup de temps. Donc si tu peux dérouler et me réexpliquer ce que tu m'as expliqué, je pense que ça aiderait énormément de gens aujourd'hui. Alors, ça revient à dire différemment ce qu'on dit depuis le début. Quand tu as compris qu'on est sur un modèle de sortie et sur un modèle de plus-value, quand on est un VC, tu fais en sorte de répondre à ça. Donc, la première chose que tu fais, c'est, moi je pense, quand tu es un entrepreneur, forcément rendre ton entreprise visible et commencer à draguer
de façon large, gentiment, et faire connaître ton entreprise à cette communauté d'investisseurs. Ça ne veut pas dire les contacter directement, hein. C'est faire connaître ton entreprise, faire parler d'elle lors de différents events. C'est pas ce qui manque quand même si la période a été compliquée, on voit bien quand même qu'on arrive, il y a différentes façons, il y a plein de leviers effectivement. Une fois qu'on a fait ça et que ça va être le moment, parce qu'on a décidé que c'était le moment, on va mettre en place un process et une méthode très qualifiée et très précise qui va commencer par, comme tu le fais avec tes clients, hein, je sais pas, moi je ne suis pas très forte en commercial, mais tu vas commencer à les qualifier, à les trier, à les prioriser et à séquencer dans le temps comment tu vas t'adresser à eux. Et avec quels outils? Donc là, on va commencer à parler des outils. Qu'est-ce qu'il faut? Tout à l'heure, on l'a dit, il faut absolument, effectivement, que tu aies un executive summary qui soit assez percutant pour donner envie d'aller au-delà. Il faut que tu aies un 10-12 slides qui reprennent certaines données, on peut en parler si tu veux, un BP un peu plus consistant et qui te permettent d'expliquer comment tu es arrivé à ce besoin de financement et comment ce besoin de financement correspond à ta vision et tes ambitions. Bon. Une fois que tu as ces outils, tu vas commencer à frapper aux portes parce que tu as qualifié tes investisseurs préférés, mais peut-être, et tu le disais tout à l'heure, que ton investisseur préféré ou le fonds dans lequel tu aurais avec lequel tu aurais aimé discuter, il est peut-être en closing lui-même et que c'est pas du tout le moment. Ou peut-être que celui que tu avais ciblé, il a un projet qui est directement concurrent du tien, donc on oublie, c'est pas grave. Et justement, pas perdre son énergie. Et enfin, fonctionner par itération, ça je pense que c'est juste fondamental. Après, tu as la base avec ces outils et tu vas peut-être parfois les adapter en fonction de tes interlocuteurs. Et puis de toute façon, tu rentres dans un process long, Audrey dit 9 mois, ça peut aller un peu plus vite avec des BA quand même, mais c'est vrai que 9 mois c'est bien, c'est pas, enfin c'est bien, c'est les durées qu'on voit, 12 mois c'est aussi des durées qu'on voit, donc à partir de là, le BP que tu avais donné au mois de mars 2020, à quel point il est encore... il a forcément changé, il a forcément évolué. Il a été nourri de vrais chiffres des prévisions et c'est là où l'exercice est compliqué, tu as raison de le dire, c'est qu'entre-temps, tu as continué à vendre, il vaut mieux, tu as continué à avoir un certain nombre de données et tu as enrichi finalement ton BP prévisionnel de tes chiffres réels, factuels. Donc ça c'est très important. Et si tu abordes la démarche de cette façon, c'est un vrai process, ça prend du temps, mais il est plus qualifié et à mon avis, tu es forcément plus performant. Génial, c'est hyper opérationnel, c'est vraiment le but, j'adore. Donc si je résume, on a dit première chose à faire, c'est clairement définir son besoin et le remettre dans une stratégie globale. Avoir une vraie idée de la valorisation de l'entreprise et valoriser ses premiers assets, être allé chercher les premiers effets de levier, les premiers effets de financement, qu'ils soient publics ou autres, qui peut-être peuvent éviter cette levée. Et puis derrière, on met en place un petit peu ce processus. On repasse sur toutes les variables, l'équipe, le projet, l'innovation, la vision, tous les risques qu'ils peuvent avoir. Et puis on se met vraiment de façon... on se met sur le marché, globalement. On va commencer à créer des premiers contacts, plutôt j'imagine parler de sa vision avant de parler d'autre chose, pour que les gens commencent à identifier le projet, à se dire « Ah ok, intéressant ». Et derrière, l'idée, c'est de continuer à leur envoyer des bonnes nouvelles de façon régulière. Et puis, cette grosse phase de qualification qui est finalement peut-être la plus dure et ce sur laquelle des gens qui connaissent le milieu, qui connaissent les personnes en accompagnement peuvent apporter une énorme plus-value pour aider à faire cette qualification parce qu'ils connaissent les timelines des fonds, ils connaissent les personnalités des personnes qui les composent, leurs préférences, ce qu'on appelle aussi la thèse d'investissement. Et avec ça, on met en place ces outils. Donc, tu nous as parlé d'executive summary, tu nous as parlé de deck, de business plan d'affaires. On fait ses premiers calls et on évite d'envoyer tout à tout le monde. Et on se dit, OK, on en fait 3-4. On récupère les feedbacks et les premiers, avec beaucoup de chance, ils vont être magistraux. Mais dans beaucoup de cas, j'imagine qu'ils vont être un peu plus ça va pas, ça va pas. Et puis, on itère et on fait mieux à chaque fois et on s'améliore. Et finalement, ce process, il est simple. Mais je suis persuadé que si on s'y tient, on a déjà aussi une grosse réassurance en soi-même et en la démarche qu'on va prendre. Et pour un entrepreneur, c'est peut-être ce qui est le plus difficile aussi. On sait que c'est un exercice dur, long. On sait que ça peut être épuisant. Et déjà, le fait de contraindre à une forme de plan, ça permet aussi de se délester un petit peu de cette charge mentale qui, mine de rien, joue aussi beaucoup sur la conviction qu'on peut donner. Donc c'est vraiment génial. On a parlé d'exécutif, de pitch deck, de business plan. Est-ce que dans la partie financement public, c'est ces mêmes outils qu'on va utiliser
ou est-ce qu'on va travailler sur d'autres typologies d'outils ? Alors, ce n'est pas les mêmes outils, mais dans le contenu, on va quand même retrouver des choses qui sont similaires. Et puis, au fil des années, la demande... alors, on va parler vraiment d'aide directe, type BPI, ADEME, etc. Pas de la partie crédit d'impôt. Sur cette partie-là, on retrouve les mêmes attendus, sauf qu'ils ne sont pas formalisés de la même manière. Mais on a maintenant des dossiers de financement qui sont quand même assez musclés. Dans lesquels on a quand même beaucoup d'informations financières à donner. Et on va avoir effectivement une partie plus technique dans laquelle on doit bien entendu décrire force, faiblesse, projet, côté différenciant du projet. La seule chose, c'est qu'on n'est pas du tout dans cette démarche effectivement de dire j'ai un profit qui fait x à 5 ans. Là, il faut juste démontrer qu'on a un projet qui est différenciant, qui est innovant. Enfin, c'est les grands thèmes qui sont financés aujourd'hui. Et c'est sur ce plan-là qu'il faut vraiment mettre l'accent. Donc on est vraiment sur plus des aspects concurrentiels. Vraiment. Mais maintenant, bien évidemment, la BPI, elle ne va pas donner, parce qu'il y a des subventions, il y a des prêts, elle ne va pas prêter si elle n'a pas non plus un document technique et si elle n'a pas non plus des perspectives financières dont elle est convaincue. Et surtout, vraiment sur cette partie-là, ce que regarde un financeur public, c'est le haut de bilan. Donc encore une fois, le haut de bilan, dedans, il y a le capital social, différents apports, et il y a les résultats des exercices antérieurs. Donc bien évidemment, on regarde quand même aussi la viabilité de l'entreprise. C'est pas non plus, on ne traite pas comme ça de manière aveugle. Après, sur la partie banque, on va retrouver, on est un peu entre les deux, un peu entre le financement public et les levées de fonds. On a quand même un bon dossier technique à fournir, mais là, encore une fois, on est plus sur de la solvabilité. Est-ce que la société, elle est solvable ? Est-ce qu'on la perçoit comme solvable à terme ? Donc là, ce qui fait la différence, clairement, il y a le projet, mais il y a aussi évidemment le chiffre d'affaires qu'on réalise et puis bien évidemment les excédents que l'on dégage. Et après, sur les crédits d'impôt, on est sur une autre dimension où là, il faut convaincre qu'on répond bien aux critères des dispositifs des crédits d'impôt. Donc en gros, on est dans le cadre ou on n'est pas dans le cadre, même si l'instruction des dossiers n'est pas forcément si scientifique que ça. Mais grosso modo, est-ce qu'on est dans le cadre donc R&D, état de l'art de la connaissance, ou crédit d'impôt innovation, état de l'art de la concurrence. Voilà, en gros. Donc pour refaire le distinguo entre le CI et le CIR, globalement, crédit d'impôt innovation et recherche, il y en a un qui permet de faire une réduction d'impôt de 30%. Alors, en fait, il faut vraiment le prendre. Il ne faut pas faire l'erreur d'aller sur le financier. Il faut vraiment prendre déjà sur la partie technique. Crédit d'impôt recherche, c'est je crée de la connaissance. Donc, c'est l'état de l'art de la connaissance. Crédit d'impôt innovation, c'est je suis différenciant. Enfin, déjà, c'est un bien matériel ou immatériel. Donc, ce n'est pas tout. Ce n'est pas les prestations de services, par exemple. Et je suis différenciant ou non par rapport à l'état de l'art de la concurrence. Ce n'est pas l'état de l'art de la connaissance. Après, effectivement, on a des assiettes différentes. Le crédit d'impôt recherche, il n'y a pas de limite en termes d'assiette. Le crédit d'impôt innovation, il y a une assiette limite qui est 400 000 €. Et après, effectivement, le taux de cofinancement, le taux de subventionnement est différent. Crédit d'impôt recherche, 30%. Crédit d'impôt innovation, 20%. Et attention, dernière grosse différence, crédit d'impôt innovation, c'est uniquement pour les PME. Intéressant aussi. Et un petit distinguo, d'ailleurs, justement, quand on en a parlé au tout début, donc première chose, s'assurer qu'on a fait appel aux bonnes aides au bon moment. Et on en parlait encore hier avec un entrepreneur de Canizeb qui me disait si j'avais su, il y avait telle aide auquel j'avais besoin. Et aujourd'hui, j'ai plus besoin parce que on n'est plus en très early stage et en fait, on les a ratés parce qu'ils n'ont pas eu cet accompagnement en amont. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment cet intérêt d'être accompagné de quelque façon que ce soit pour savoir ce à quoi on peut souscrire à quel moment et maximiser finalement tout ce process. Ce qui est aussi un élément de rassurance pour l'investisseur. Il se dit, OK, ils sont smart, ils ont fait leur devoir, comme tu disais. Et finalement, c'est un peu ce qui est important aussi, de dire, OK, tu connais ton environnement et tu sais exécuter dessus. Il y a un élément dont vous avez parlé tout à l'heure qui vient de me ressauter dans l'esprit, c'est finalement les effets leviers. On rajoute à la fin du process de levée, quel qu'il soit, parce que la plupart des effets leviers sont aussi basés sur les fonds propres. Donc la stratégie, ça va être, si je comprends bien,
de tout de suite, dès qu'on a les premières preuves de levée, d'aller chercher ces effets leviers, c'est bien ça ? C'est exactement ça. Alors ça, Maxime, tu le sais, hein, j'ai financé pendant longtemps l'innovation, alors sous la casquette... J'ose même pas dire laquelle, la première, mais bon, en fait, on va dire on va Roséo et BPI. Donc, je suis des rendez-vous avec des entreprises jeunes, j'en ai fait des centaines. Et quand on a effectivement la casquette financeur public, au-delà du fait, comme l'a rappelé Audrey, qu'on check un certain nombre de sujets, on a quand même une volonté d'accompagner les entreprises. On est là pour faire, on n'est pas là pour ne pas y aller. On ne cherche pas la petite bête pour pas y aller, on cherche comment y aller. Sauf qu'il y a des moments, effectivement, où c'est trop tard, c'est plus le bon moment, on n'a plus 1 euro de trésor, on a bouffé tous les fonds propres, et on ne peut plus. Et malgré l'existence de financement qui semble adapté, on ne peut plus rien mettre en œuvre. Et ça, c'est quand même très dommage. Donc, effectivement, il faut essayer d'avoir, moi, je pense, ce qu'on peut faire sur le territoire, quand on est une association comme Canisup, quand on est la French Tech, c'est vraiment améliorer l'acculturation globale des chefs d'entreprise sur ça pour qu'ils soient à l'aise avec ces outils et dans la discussion avec les financeurs. Ça, c'est très important, ça change tout. Quand tu vois, quand tu as les agendas qu'ont les collègues de BPI France, que tu vois un chef d'entreprise qui est bien câblé, qui comprend directement la différence entre la trésor, les fonds propres, le chiffre d'affaires, le numéraire, pas le numéraire, ça va très très vite et de suite tu cibles. Et puis effectivement, les effets de levier, parce que par exemple, quand tu fais une levée de fonds, alors généralement tu finis ton closing, tu es bien, tu l'as rappelé, tu es bien fatigué, exténué parce que ça a été long. Parfois, tu n'as même plus l'aspect waouh, tellement tu es épuisé, tu es en retard avec tes clients, etc. Donc, tu as tendance à te remettre de suite la tête dans le guidon pour l'activité. Et là, il ne faut pas se tromper. Effectivement, il faut de suite aller voir notamment ton chargé d'affaires BPI France pour lui dire que tu viens de lever. Il faut y aller dans les 3 mois, sinon c'est trop tard. Il va falloir faire le même exercice avec les chargés d'affaires bancaires qui s'occupent spécifiquement d'innovation. On l'a peu dit, mais aujourd'hui, les banques sont quand même dotées d'outils dédiés à l'innovation technologique, peuvent écouter des entreprises où la rentabilité n'est pas affichée parce qu'elles arrivent à se contre-garantir avec des fonds européens à des niveaux très importants. Donc, elles ont pris aussi ce virage-là et dans chaque lieu où on se trouve, l'écosystème de l'innovation ne se fait plus sans ces gens-là non plus. Donc, chargés d'affaires bancaires, chargés d'affaires BPI France, je vais les voir dès que je lève des fonds. Chef. Non, mais c'est vrai qu'une levée de fonds réussie, d'ailleurs, que ce soit privé, public, banque, en fait, ça s'auto-nourrit. Donc, en fait, il ne faut vraiment pas y réfléchir de manière exclusive. C'est véritablement, dès qu'on en a réussi un, ça veut dire que potentiellement, tous les autres, on va les réussir. C'est le premier, le plus dur. Exactement. Et donc, ça a vraiment un intérêt. Ça rassure tout le monde. Voilà. Il y en a un qui a signé, donc ça rassure tout le monde. Donc, tout le monde a envie de signer. Courageux comme d'habitude. Il y a une notion dont on a parlé tout à l'heure que tu viens de redire, c'est l'effet waouh de la levée. Et franchement, s'il y a vraiment une chose sur laquelle j'aimerais vraiment mettre l'accent, c'est aussi que il y a aussi beaucoup de communication autour de la levée, et dont moi, j'étais pas conscient. Et il me semble qu'il y a 2 mois, tu m'as fait ouvrir les yeux sur le fait que, oui, quand une boîte annonce 3 millions, finalement, ce qui a été levé, effectivement, avec des investisseurs, parce que généralement, on pense à ça en premier, c'est assez loin du montant. Et est-ce que vous avez des histoires, des choses que vous avez vues un peu ? C'est un peu le côté, on raconte ce qu'on a pu voir. Mais... Alors, je vais parler en connaissance de cause, puisque lorsque je travaillais pour BPI France, on a un outil qui s'appelle le prêt d'amorçage investissement, qui est directement adossé à la levée de fonds. D'accord. Donc, pour mettre en place cet outil, on demande essentiellement 3 éléments. Le PV d'AG de la levée de fonds, l'attestation bancaire de versement des fonds et le BP de la levée. Voilà. Normalement, avec ça, on est capable de savoir si on y va, si on n'y va pas, et à combien. Et ce prêt, il finance 50% de la levée. Bon, il y a des limites de plafond, peu importe. Mais ça veut dire qu'on doit checker effectivement les fonds réellement levés à ce tour-là, ce qu'on fait. Et donc, bien souvent, il y a un décalage énorme entre les éléments de la levée, les fonds versés et les fonds annoncés. Dans les annonces, souvent, alors il y a différentes façons de faire. Les gens cumulent tout ce qu'ils ont levé depuis la création de la société.
ou bien des effets de levée potentiels qui vont arriver, ou bien de la valorisation d'actifs qui n'est pas du tout du numéraire, on n'est pas du tout là-dedans, mais il y a une espèce de course à l'échalote, et parce qu'aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, quels autres critères tangibles aujourd'hui, on commence à discuter d'autres critères, mais pour évaluer les startups, combien j'ai levé et à quelle valorisation. Donc, effectivement, les annonces, ça aussi, il ne faut vraiment pas se sentir mauvais, entre guillemets, en se disant qu'on lève moins que les autres ou moins bien. Ce sont beaucoup des effets d'annonce, et tout ça se fait à des niveaux beaucoup moins importants que ce qu'on voit afficher. C'est toujours bien de le garder en tête. Ouais. Moi, je pense qu'il y a aussi il faut un petit peu, si on prend un peu les grandes valeurs, globalement, on avait essayé de faire l'exercice, mais il y a à peu près 1% des levées de fonds privés qui sont réussies. Donc, on parle effectivement de celles qui réussissent, mais pas de toutes les autres. Alors, pourquoi aussi on a quand même le capital, les investisseurs qui globalement voient pas mal de dossiers, ils sont assez inondés, ils ont des petites équipes, ils ont, on l'a dit, des enveloppes qui sont quand même limitées, donc soit on se présente au bon moment, soit on ne se présente pas au bon moment. Ils ont aussi en tête quand même ce que l'on appelle la vallée de la mort, mais le taux d'échec à 3-5 ans des startups. Donc tout ça donne quand même un ensemble où finalement, faut pas non plus se sentir mauvais de ne pas avoir réussi sa levée de fonds. Et puis surtout, on a aussi des exemples de levées de fonds réussies qui sont après des désastres. Moi, j'en ai 2 en tête qui commencent à sortir dans les journaux, mais WeWork et Miro, qui ont donné lieu à des levées de fonds spectaculaires. Ce qui s'est fait avec l'IPO de WeWork, où au final, survalorisation. Exactement. Donc du coup, c'est pas non plus un gage de succès ou nécessairement que l'entreprise va échouer. La seule chose, c'est que si elle ne réussit pas in fine sa levée de fonds, en dépit de ce processus itératif dont on a parlé, il faut qu'elle se concentre sur une chose, c'est la réalisation de son chiffre d'affaires, quoi. Et au final, la première levée de fonds réussie d'une société, c'est ce chiffre d'affaires qu'elle doit à tout prix réaliser. C'est intéressant parce qu'au final, ça crée juste un sentiment de peur, j'imagine, chez les entrepreneurs en règle générale, de voir des choses qui sont surgonflées et qui sont finalement pas le reflet de la réalité à laquelle on pense pouvoir vers laquelle on pense pouvoir tirer, parce que si finalement il y a des levées de 200K qui sont marketées comme des levées de 1 million, des levées de 150 millions alors que finalement la réalité n'est pas du tout là, ça crée aussi une distension complète vis-à-vis de ce que nous on est capable de réaliser, et de se dire mais moi je viens de me recevoir 4 noms d'investisseurs en l'espace d'une semaine, waouh, il y a un problème, quoi, alors que la réalité est tout autre. Ouais, rester avec cet état d'esprit, il ne faut vraiment pas, c'est très mauvais. Et puis il faut aussi accepter des situations de fait. Par exemple, en province, on lève avec des valorisations inférieures aux valorisations parisiennes, avec des montants inférieurs. On n'est pas du tout dans les mêmes ratios. En revanche, moi je pense qu'il faut, c'est encore une fois, quand on parlait de levée, où tout ça a été quand même assez normé, rester dans les clous quand même de ce qui se fait. Donc effectivement, quand on lève en amorçage, on ne cède pas plus de 20-30% de son capital. Généralement, on est dans les 600 000 € de levée, donc sur des valos autour de 3 millions. Si on est au-delà, par exemple, de ces ratios-là, on sait que ça va être compliqué. Donc ce qui est important, c'est surtout d'essayer de rester, encore une fois, dans des ratios acceptables pour que la course continue par rapport à son propre besoin de financement. Et puis pas trop être pollué par ce qui se passe autour, mais c'est parfois un peu compliqué dans cet emballement global et cette effervescence des startups autour des levées. C'est ce qu'on disait, c'est quel est le besoin de l'entreprise. Oui, ça revient vraiment finalement à son plan d'affaires. Son besoin. Et essayer effectivement de faire un petit peu abstraction de tout ce qui peut venir polluer, la presse ou autre. Mais voilà, c'est vraiment savoir quantifier son besoin. Quel est mon besoin ? Et pas juste faire une levée de fonds parce que peut-être que c'est mode, ou parce que effectivement à chaque start-up qui se crée, on lui dit il faut que tu fasses ta levée de fonds. Oui, c'est devenu un petit peu...
c'est devenu sexy. Et malheureusement, alors que c'est un exercice qui, à la base, est censé servir l'entreprise et c'est pas une fin en soi, c'est un outil qui permet d'aller accomplir sa vision. Donc, on a vraiment tourné autour d'énormément de sujets. J'espère qu'il y a beaucoup de contenu actionnable qu'on va pouvoir récupérer de ça. Déjà, à commencer par ce process, par les choses à faire en premier, tout le processus à mettre en place, comment aller chercher ces effets de levier, comment maximiser aussi avec tous ces crédits d'impôt, les financements publics. Donc c'est vraiment génial. Je ne pensais pas qu'on aurait autant de contenu actionnable. C'est vraiment formidable, les filles. Donc déjà, merci beaucoup. J'espère que pour toutes les personnes qui écoutent et celles qui écouteront plus tard, parce que replay, etc., il y aura d'autant plus de choses actionnables. On tâchera de récupérer un maximum de commentaires aussi de personnes, de stories de personnes aussi. Et bien sûr, n'hésitez pas à suivre Delphine et Audrey. Je pense que s'il y a 2 personnes qui peuvent vous conseiller sur ces sujets, elles sont autour de la table. Chacune a une expérience différente. Ça permettra aussi de pouvoir mettre le curseur à certains endroits différents en fonction de la typologie de projet et en fonction des besoins. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu travailles chez Rise et des dossiers, tu dois en voir passer. Donc, tu as aussi l'occasion d'être de l'autre côté de la porte et de voir un petit peu les écueils. Toi, avec toutes les entreprises que tu as vu passer, Audrey, je pense qu'il y a aussi pas mal de choses où tu pourras mettre des warnings dès le début. Donc, déjà, merci à toutes les 2. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent. Et encore une fois, je vous encourage à aller suivre les filles et puis à les contacter si vous avez des besoins. Merci beaucoup. Merci. Merci.